Avocate des âmes du purgatoire, priez pour nous. Chapitre 69. Comment l'enfant affamé trouve le sein de sa mère. Les terres attribuées aux frères franciscains récollets se partageaient des deux côtés de leur petit îlot au milieu de la Nivelle, à Cibourg et à Saint-Jean-de-Luz. Avec l'extension de la chapelle, le nombre des franciscains augmentait, et leurs besoins également. Il fallait de bonnes terres pour les nourrir. Les paysans râlent, mais ils travailleront pour nous dans la crainte de Dieu, assura Jean Elizondo. Les petits seigneurs du cru, en revanche, se fichent bien de craindre qui que ce soit, si ce n'est celui qui s'en prendra à leur bourse. Salongeance. Isco avait rassemblé une poignée de matelots en attente d'embarquement pour établir les repères aux points stratégiques et procéder à ces mesures. Marcus, en charge de la double toise, dirigeait les manœuvres au loin. Il procédait ainsi depuis 3 jours. Tout en prenant ses notes et en relevant angles et distances, Isco avait l'impression de revivre la mission de Laponie où on l'avait envoyé établir une chapelle lointaine pour marquer la progression de l'Église. « Compte plus fort, Joquine !» cria Isco à un marin qui arpentait un champ côté Cibourg. Un autre matelot, Zillard, portait une chaîne en fer de 5 toises, marquée de toise en toise avec un bout de chaînon de cuivre. Joquine devait énoncer tout haut le nombre que Zillard mesurait. Joquine avait assuré savoir compter jusqu'à 100, mais Isco en doutait. Il s'embrouillait. 37, 38, 39, 51, 52... Joquine 54, 55... Joquine, reviens! C'était la 3e fois. Recule de 4 pas et reprend. 39, 40, 40. Oui, monsieur, 4 pas. 39, 40. Le jeune matelot, 14 ans à peine, voulait bien faire. Et reprends à haute voix, que je t'entende compter. Oui, monsieur, 41. C'est vous qui lui avez appris à compter à celui-ci? Demanda Isco au franciscain. Ne blasphème pas, lança frère Elizondo. Mon enseignement t'a bien profité à toi. C'est vrai, je vous dois mon intimité avec les chiffres et les étoiles. Et avec les saintes écritures, j'espère. Surtout avec elles. Mais les hommes qui habitent autour du couvent sentent-ils cette même proximité? Isco se rappelait le bras de fer entre Davet et Hérette pour éviter que les terres réquisitionnées pour la nouvelle chapelle empiètent sur les lieux sacrés de leurs clans respectifs. Le procès en cours avec les seigneurs basques n'était qu'un nouvel acte de la même histoire. 82, monsieur d'Etcheverry. Joquine s'époumonnait. Isco dirigea sa boussole vers lui et mesura son angle qu'il reporta sur la feuille accrochée à la planchette. « Eh bien voilà, c'était la dernière mesure, » annonça Isco. « Je ferai les calculs manquants à la maison ces jours-ci. Il me restera encore à effectuer la tournée des uns et des autres pour recueillir les témoignages et les données. »« Tu es vraiment obligé ? Ça se discutera devant la cour, et le rayonnement de notre sacerdoce balayera tout comme une évidence. Croyez-moi, plus vous serez informés, mieux vos arguments seront affûtés. La clarté du message divin ne suffit-elle donc pas ? » Isco sourit aux frères. Alors on se demande bien pourquoi l'Église de France a laissé la mission d'inquisition à des juges du Parlement comme Pierre de l'Ancre. Le visage de Jean Elizondo s'assombrit. Désolé, je ne voulais pas rouvrir de vieilles blessures. Tu as pourtant raison. Le franciscain regardait les abords du couvent. Des châteaux et des églises. Les uns le disputent aux autres. C'est vrai, quand notre roi a consacré le royaume de France à la Vierge Marie, j'ai cru que les hommes s'abreuveraient à sa voix cristalline comme l'enfant affamé trouve le sein de sa mère. J'étais naïf. Isco contemplait ses notes et son croquis. Vous croyez au retour du Messie, à une voix qui transcende les générations? N'est-ce pas le fondement de notre présence sur terre? Croire, espérer, préparer les êtres à entendre la passion? Pensez-vous qu'il puisse y avoir plusieurs messies? Jean Elizondo regarda longuement Isco. Toi, tu penses à ton Saccard. Isco ne répondit pas.
Je ne t'en veux pas, car je te connais. Mais n'oublie pas que de telles pensées peuvent te perdre. Il reste encore des chênes dans la vallée de l'Adour, et des pins dans les montagnes d'Irati. Isco et Marcus entamaient la visite de la 3e ferme. Marcus restait en retrait afin de ne pas attirer la méfiance des paysans. C'est le seigneur d'Urtubi qui nous a confié ce champ. Mais si vous croyez que ça suffit pour vivre et payer notre impôt, alors vous vous trompez bien. L'homme, Johannes Loyola, avait le visage gonflé, mâchoire infectée. Il souffrait, parlait par à-coups, pressé d'en finir, de retourner à sa besogne et à sa peine, en serrant les dents à se les faire éclater. Isco tentait de faire vite. Il comptait les bêtes, la surface nécessaire. Combien d'enfants? 7 en vie à ce jour. Johannes Loyola grimaça encore. Derrière lui, une femme craintive s'avança sur le pas de la porte de l'habitation. On entendait quelques moutons qui devaient partager la pièce principale avec la famille. Et à part les moutons, 2 bœufs. Je les loue pour charrier de la pierre d'Ametzag. Des garçons? Il y en a 2 qui sont morts à la mer, les 2 aînés. Chasse à la baleine? Quoi d'autre? J'ai un ami aussi qui est mort à la baleine, dans mes bras, Carmelo. Le petit Mendoza? Oui. Ah, je me rappelle. Je le voyais s'entraîner au harpon. On y passait des heures tous les 2. Ah, c'est toi le petit d'Etcheverry. Ah, ça alors. Ah ben, tu es devenu un monsieur maintenant. Ah, qui tient la plume. Loyola avait quelques années de plus qu'Isco, mais l'allure d'un vieillard. Qui tient la plume, oui. Et tu viens voir combien tu peux nous voler en plus, c'est ça? Je fais juste une carte. Et tu crois que le petit Mendoza, il serait fier de toi? Tu crois qu'on a trop pour vivre? J'espère qu'ils vous laisseront en paix. Et cette maison là-bas? Celle de Damaso Orduna. Encore un qui se croit un monsieur. Un qui tient la plume pour le seigneur d'Urtubi. Les terres de Damaso Orduna bordaient la Nivelle, et sur décision de l'Assemblée du pays, une partie de ces terres devrait revenir au couvent. Vous n'avez pas l'air de l'aimer. Depuis quand il faudrait vénérer son tortionnaire? Comme vous y allez. Ils sont prêts à tout pour garder leurs terres. Croyez pas autre chose. Le paysan se tourna vers sa femme. Et toi, rentre à l'intérieur. Je t'ai déjà dit de pas traîner quand il y a des inconnus. Tu penses donc qu'on n'a pas assez de malheur comme ça? La femme maigrichonne disparut au milieu des moutons, entraînant 2 enfants vêtus de haillons. C'est vrai, quoi. Déjà qu'on a 1 ou 2 marmots qui sont des bâtards de soldats de malheur. Le paysan lui rappelait Knut. Même misère, même fatalisme. Comme Knut, il lui tourna le dos et retourna à son pauvre champ, sans un mot de plus. Isco et Marcus poursuivirent jusqu'à la maison d'Orduna. Un homme de plume. Plus tout à fait une ferme, pas encore une demeure, comme celle des Etcheverry. La brise qui dévalait des Pyrénées leur apportait les effluves des chantiers navals de la Nivelle, avec ses odeurs de goudron et de pain. Isco frappa la porte. Des pas. La porte s'ouvrit. Isco reconnut l'homme. Il savait pourquoi. La dernière fois qu'il l'avait vu, il n'avait eu Dieu que pour les danseuses au sein luisant, avant de se fixer sur sa mère, comme hypnotisé. L'homme qui avait trébuché sous le regard d'Alaya. Il n'avait pas reconnu Isco. On entendait des voix en provenance de l'arrière de la maison. Une femme, des enfants. Isco expliqua ce qui l'amenait. Quelques questions pour compléter sa carte. Orduna n'avait pas l'air surpris, ou trop sûr de lui. Vous habitez ici depuis quand? Depuis tout le temps, et mon père avant moi. Les terres? C'est le seigneur qui m'en a chargé. À qui appartenait-elle avant? Au seigneur d'Urtubi, bien sûr. Ce n'est pas ce que dit le secrétaire du bailli. Damaso Orduna sembla découvrir Isco. Moi, c'est comme ça qu'on m'a dit, et j'obéis à mon maître. À quand ça remonte? Il y a bien 40 ans. Le bailli dit que ça appartenait à Damou avant. Damou? Pouah! Un jeteur de sorts et un margoulin, voilà tout, comme ceux de son clan.
Demandez à tout le monde. Isco repensait au récit de frère Jean, à ses pudeurs, à Carmelo, aux bavardes de la veillée, aux danseuses de sabbat, et tout ça, tout d'un coup, lui fut insupportable. Isco se précipita sur Orduna et le prit à la gorge. Marcus réagit d'instinct et bloqua la porte pour empêcher quiconque d'entrer dans la pièce. « Regarde-moi bien, tu ne me reconnais pas ?» L'homme s'étouffait, roulant de grands yeux qui dévisageaient Isco. Il secoua la tête autant pour dire non que pour se dégager. Ses deux mains se tenaient à la poigne d'Isco qui l'avait poussé à terre. « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Les danseuses de sabbat. Tu connais Alaya d'Echeverri ?» Orduna ne comprenait plus rien. La peur commençait à marquer ses traits. Incapable de parler. Isco se releva et sortit son épée. Damaso Orduna toussait en se tenant la gorge, se redressant à genoux. Isco le repoussa d'un coup de pied. Orduna s'étala sur le dos. Isco pointa son épée sur sa poitrine. « Qui est Alaya d'Echeverri ? Que sais-tu sur elle ?» Orduna jeta un regard vers la porte. Les voix se rapprochaient. « Vous ne pouvez pas me retenir ici, je n'ai rien fait !»« Alaya !» L'homme resta un long moment sans rien dire. À l'extérieur, les enfants pleuraient. La femme criait. Elle expliquait qu'ils allaient manger, mais qu'il fallait encore rentrer du foin. « Maintenant, je comprends. » Orduna se frottait toujours la gorge, mais la peur disparaissait pour laisser place à un rictus. « Tu es le cartographe, le fils d'Alaya. » Isco enfonça son épée. Orduna grimaça. « Ça ne sert à rien de me menacer. Tu crois que je vais mourir pour protéger un secret comme ça ? C'est le secret de tout le monde et de personne. » Damaso Orduna affichait un air calme maintenant. Soulagé peut-être, Isco n'aurait su le dire. « Moi, j'étais un enfant à l'époque, alors j'y suis pour rien. Et puis ce que je sais, c'est juste ce que les vieux racontaient, parce que tout le monde voulait oublier. Et les gens meurent pour plein de raisons. » Orduna voulait gagner du temps. Pression sur le torse, gémissement, grimace. « C'est mon vieux, il est mort depuis des lustres. C'est mon vieux, et d'autres vieux, ils ont obéi seulement, rien de plus. D'Urtubi et d'Amou, ils voulaient les terres les uns des autres, je ne sais pas dans quel sens, et quelle terre, et pourquoi, parce qu'ils avaient déjà tout. C'était nos seigneurs quand même. Et ils ont encore tout, les terres, et même peut-être bien la mer, qui sait. Le ciel, ça, non, ça appartient au bon Dieu, et à la Sainte Vierge. Mais le reste, tout le reste, c'était d'Urtubi et d'Amou. Alors nous, on leur appartient aussi. C'est comme ça, non? Même vous, avec vos airs de monsieur et vos pointes, même vous, vous leur appartenez. Pas moi. Alors, Alaya? C'est mon vieux qui m'a raconté, moi j'étais trop jeune, faut pas confondre. Mon vieux, et il est mort. Vous avez bien compris ça, pas vrai? Isco s'agenouilla, tenant toujours l'épée sur la poitrine d'Orduna. Le seigneur, il leur a dit de dénoncer les filles d'en face comme sorcières, qu'ils avaient même le droit de s'amuser un peu avec, juste pour voir si elles avaient des sorts pour ça aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Isco se releva. Quelqu'un venait d'essayer de pousser la porte que bloquait Marcus. La femme d'Orduna appelait. « Qu'est-ce que tu fiches là-dedans? Ouvre donc! Les mioches meurent de faim !» On entendait des enfants pleurer. Isco fit un signe de menton à Orduna. « J'arrive! Je mets du bois !» cria l'homme. Il regarda Isco. Tout le monde avait peur, comme aujourd'hui. Après, c'est le juge de Bordeaux qui est venu, et il a accusé les uns et les autres de sorcellerie, et surtout des femmes de pêcheurs qui étaient bien seules et prenaient des airs. Elles avaient de la fierté dans l'œil, habituées qu'elles étaient à tenir leur foyer, et ça lui plaisait pas au juge. C'est bête parce qu'il en a brûlé des deux côtés. C'est comme ça qu'il disait, mon vieux. On savait plus qui était vraiment qui, et ces histoires de terre et de pouvoir, on a bien dû se retrouver au même point, parce que c'est toujours les mêmes. Sauf que ceux de l'époque, ils sont tous morts. Les d'Urtubi, les d'Amou, les juges de Bordeaux. Le secret, on ne sait plus pourquoi il est là. Il reste que la peur. « Mais tu vas ouvrir, bon Dieu !» La femme tambourinait à la porte. Marcus sortit sa dague. Isco réfléchissait.
Les menaces sur Alaya et Pasquale, comment tenaient-elles aujourd'hui encore? Il doit y avoir autre chose. Pourquoi les gens auraient peur encore aujourd'hui? Orduna hésitait. Si je vous dis, vous me ferez rien? C'était mon vieux, et en plus il savait pas écrire. Il sait même pas ce qu'il y avait dessus. De quoi tu parles? Le juge de Bordeaux, quand il est parti, il a emmené des centaines de femmes d'ici en prison. Certaines, on les a jamais revues. D'autres, elles sont revenues. Pourquoi celle-là et pas les autres, on ne sait pas. Mais il y avait les lettres. Les lettres, c'est les lettres. Le juge de Bordeaux, mon vieux et les autres, il les a tous forcés à signer des lettres de dénonciation. Les sorcières, ça leur pendait au nez pour le reste de leur vie. Et ceux qui avaient signé aussi, on pouvait toujours ressortir les lettres et dire qu'ils avaient dénoncé une pauvre innocente. La peur, tout le monde, tout le temps. Isco pouvait voir qu'Orduna pensait ce qu'il disait. La peur, le mensonge aussi, songea Isco. Tout le monde, tout le temps. Où elles sont ces lettres? Qui est au courant? Comment je saurais? J'enfonce la porte, Orduna. Le bois, mes fesses, t'es encore en train de baiser la chèvre? Ouvre donc, bon à rien. Isco déplaça l'épée sur le sexe d'Orduna. Il avait l'air minable. Il ferma les yeux, les rouvrit. Les lettres, c'était le juge qui les avait. Elles doivent être à Bordeaux encore. Et qui est au courant par les juges de Bordeaux? Je vois que les curés de l'îlot.